Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. On est à quoi, là, à peu près 3 semaines du déclenchement de la campagne électorale. C'est un sondage qu'on avait bien hâte de voir. Ce sondage léger, le journal TVA Nouvelles, sur les intentions de vote. C'est en une, d'ailleurs, du journal ce matin. Le Parti québécois, oui, est toujours en première place, mais stagne en territoire minoritaire. C'est la débarque pour les libéraux de Charles Milliard, alors que Christine Fréchette fait du surplace. Est-ce que l'effet Fréchette est terminé? Rodolphe Ossini est analyste politique. Il est avec nous. Bonjour, Rodolphe. Bonjour, Alexandre. Alors, quelles sont tes impressions là, sur ce sondage-là? Écoutez, normalement, un sondage d'été, on donne pas beaucoup de crédibilité. On se dit les gens sont en vacances. Des fois, les sondages pour un gouvernement augmentent en été parce que les gens sont juste de bonne humeur. Mais là, ce sondage est important. On est à la veille, comme tu viens de le dire, Alexandre, d'une campagne électorale. Et pour les partis politiques, c'est un tout petit peu une douche froide parce que à la fois, on voit que oui, le Parti québécois continue à être en tête dans les sondages à 30%, mais a déjà été plus élevé et dépendamment de certaines courses, ils sont en territoire minoritaire. Il faudrait que les planètes soient bien alignées pour un gouvernement majoritaire pour le Parti québécois. Ensuite, on regarde le Parti libéral du Québec, on voyait qu'il y avait une remontée, surtout chez le vote des francophones. Selon ce sondage léger, ce n'est plus le cas. Ça veut dire à la fois, M. Milliard perd 3 points. Bon, on se dit, OK, c'est peut-être un effet comme ça juste de l'été, mais non, qu'on regarde le vote francophone, il a aussi perdu des points. Et on le sait, Alexandre, c'est la clé pour le Parti libéral, c'est son défi de sortir de Montréal, d'aller dans les régions, de reconquérir ce vote francophone. Donc, on voit que pour le Parti libéral, c'est un été qui a été très difficile pour son chef. On s'en souvient, il a essayé de faire des publicités. Où est Charles? Je suis là. Essayer de faire quelques annonces. On voit que pour l'instant, les électeurs ne sont pas convaincus, en tout cas par la performance de Charles Milliard. Tout pourra changer, bien évidemment, en campagne, mais disons que certains stratèges autour de lui doivent se creuser un peu la tête en disant comment est-ce qu'on arrive à faire bouger comme ça l'aiguille. Et surtout, Madame Fréchette, est-ce qu'elle est mieux qu'elle était? Bien évidemment, Alexandre, on parlait de 0 siège, on parlait des gens qui ne voulaient plus entendre parler de François Legault, on avait rayé la CAQ de la liste. Là, maintenant, 19, 20, 21, moi, je vois le verre à moitié plein pour la CAQ parce que je me dis d'où ils viennent. Mais d'un autre côté, on s'est dit avec son hyper-activité, avec le fait qu'elle a les leviers du pouvoir, avec le fait qu'elle est première ministre, on s'est dit, peut-être qu'elle va réussir comme ça à faire vraiment bouger l'aiguille. Là, on a comme l'impression que ça ralentit. Est-ce qu'elle a atteint un plafond à 19, 20%? On peut se poser en tout cas la question en ce début de campagne. Ouais. Rodolphe, pour les conservateurs, on s'aperçoit que le potentiel de gain, il est bien réel là, dans la région de Québec. Ils seront à prendre au sérieux. Québec solidaire, c'est particulier ça. On n'entend pas parler d'eux autres. Ils montent dans les sondages. Oui, c'est intéressant parce qu'on dirait que à la fois le Parti conservateur et QS, ils ont une sorte de même dynamique. Ça veut dire d'un côté, Éric Duhaime peut faire des gains, mais c'est dans la région de Québec. Québec solidaire va peut-être certainement conserver ses acquis dans la région de Montréal, mais ils sont un tout petit peu rayés de la carte à l'extérieur de Montréal. Il fallait savoir que, par exemple, ils avaient une députée, Christine Labrie à Sherbrooke, par exemple, qui ne se représente pas. Ça va être difficile pour eux de garder cette circonscription. Et surtout, une des données qui est très, très importante et qui fait mal à Québec solidaire, c'est que le vote est mou et le vote est flexible. Oui. Le vote est mou, flexible pour QS, mais m'a dit, franchement, le vote est mou pour bien des partis politiques. 49% des répondants disent que leur choix n'est pas définitif. Ça, du propre aveu de Jean-Marc Léger, il y en a vu d'autres là, dans sa carrière, c'est la première fois que c'est aussi élevé que ça. Qu'est-ce que ça te dit, toi, sur l'élection qu'on s'apprête à vivre et sur la stratégie que les différents partis politiques vont devoir prioriser?
Oui, ça veut dire il y a beaucoup de fluidité pour utiliser des anciens mots à la mode, ou en tout cas il y a beaucoup de magasinage. Les gens ne sont pas très fidèles actuellement aux organisations politiques. Le vote n'est pas, le jello n'est pas encore pris, et ça va dire que premièrement les gens vont être à l'écoute. Normalement, quand les gens sont comme ça indécis, ben, ils vont bien évidemment plus écouter la campagne, surtout le moment clé qui est toujours dans une campagne électorale, les débats, les propositions. Ce qui est intéressant dans ce sondage aussi léger de ce matin, c'est la liste des priorités pour les électeurs. Puis on voit que la santé est à 48%, le coût de la vie, pouvoir d'achat 42%, logement 28%. Donc déjà, ça montre à quel point les gens ont envie d'avoir des services concernant la santé, concernant bien évidemment l'importance du logement et le panier d'épicerie. On voit que d'autres éléments, écoute, l'environnement est même pas dedans. Ça Non. veut dire, on voit qu'actuellement, quand on a de la difficulté à boucler ses fins de mois, ben, il y a d'autres éléments. Puis même les infrastructures, on a tellement parlé des infrastructures en disant à quel point on a un déficit d'infrastructures. Ben, les infrastructures, transport, c'est 6%. Donc, on voit que ça va être difficile pour les partis politiques de réussir à, comme ça, faire des propositions et surtout être crédibles en termes de propositions, parce qu'on connaît tous l'état de nos finances publiques. On est en déficit, on sait qu'on est endetté, donc ça va être intéressant de voir d'un côté les propositions et si les électeurs vont être bien évidemment à l'écoute. Là, je descends la liste. Souveraineté, 8%. Ça, si t'es dans le camp du Parti québécois, tu te dis, un instant, l'élection, ça peut pas, je sais pas ça la question de l'urne. Oui, mais disons que les choses sont faites. Une fois d'un moment, ça veut dire M. Paul Saint-Pierre Plamondon a changé sa voix. Il s'est fait connaître en étant quelqu'un qui était fidèle à ses principes. Il a mis la souveraineté, le référendum comme l'article numéro 1, ou en tout cas, il l'a remis comme l'article numéro 1. Il a fait un tout petit ajustement. Maintenant, il dit oui, souveraineté, mais en référendum après la fin d'un mandat de M. Trump. Donc, on voit qu'il y a eu un petit ajustement, en tout cas, concernant ce message. Mais c'est vrai que certaines personnes, après, on verra ce qui arrivera à la campagne, mais certaines personnes peuvent dire, bon, ben, on aurait pu avoir un gouvernement majoritaire si on n'avait pas parlé de souveraineté. Peut-être que si on se retrouve avec un gouvernement minoritaire, c'est sûr qu'il n'y aura pas de référendum, en tout cas. Mais en même temps, Rodolphe, tu sais, moi, je pense que PSPP doit rester fidèle à ses principes. Oui, j'ai pas de problème avec ça. Mais il va parler de souveraineté, mais via le prisme de tous les autres sujets. Puis je te fais une prédiction, tu sais, coût de la vie, pouvoir d'achat, économie, là, ça va, je suis convaincu que ça va se retrouver en un, même devant santé et services sociaux. Dans le contexte actuel, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Et puisqu'on parle d'économie, Rodolphe, bon, là, on a comme une échéance là, qui approche à grands pas. Là. D'ici la fin de la semaine, on a cette menace de tarifs supplémentaires du président américain, là, 50% de plus sur une kyrielle de produits. Le ministre Leblanc est à Washington. Aujourd'hui, rencontre le représentant des États-Unis au commerce. Là, il y a des voix qui commencent à s'élever, qui ont hâte là, d'avoir des résultats. Je ne sais pas si tu as vu la lettre ouverte de Véronique Proulx, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Là. Mais tu sais, essentiellement, ce qu'elle dit, c'est que là, le temps presse. On a assez entendu. Il faut des résultats. C'est bien beau se parler, Rodolphe, là, mais à quand, là, tu sais, un véritable espoir d'avancer dans les négociations pour le Canada? Ce qui commence à être risqué, c'est quand un secteur va contre l'autre secteur ou quand une province essaye de tirer la couverture de son côté. Ça veut dire, si on entend les manufacturiers dire on a besoin d'un accord, on peut pas avoir ces tarifs de 50%, est-ce que c'est un message aussi en disant, bon, ben, faites des concessions sur le lait, faites des concessions sur ci. Donc, c'est aussi ça un tout petit peu, ça va être difficile. Puis, il y a le Front uni des provinces. On se souvient qu'il y a beaucoup des éléments. C'est les provinces qui sont responsables des ressources naturelles. Ne l'oublions pas, par exemple. Donc, il faut aussi que les provinces soient d'accord. Même cet élément sur l'alcool, il faut que les provinces soient convaincues que l'accord ou en tout cas les négociations aboutissent ou il y a quelque chose pour changer ou renverser cette décision. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une dynamique difficile, mais il faut être tout à fait franc, Alexandre.
il y a aussi, moi je pense, à mon avis, on ne sait pas exactement de quoi on discute. On parle de zone d'atterrissage des fois en négociation. Moi, j'ai même de la difficulté à utiliser le mot négociation Ah ouais, hein? parce que j'ai comme l'impression que c'est pas des négociations quand on n'arrête pas d'aller à Washington, on ne sait pas exactement qu'est-ce que sur la table, on ne connaît pas la liste, bien évidemment, des éléments qu'on essaye de défendre ou d'essayer de renverser. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est véritablement des négociations ou c'est comme une sorte de directive? On va voir. Et quel genre de consensus ou compromis, ou le mot qui fait mal, concession, parce que Yves-François Blanchet et à la fois Pierre Poilievre, hier, ont tiré à boulet rouge sur le gouvernement Carney en disant « ne faites plus de concessions ». En tout cas, pendant ce temps-là, j'espère que Mark Carney passe des belles vacances en Italie. Ah, et que son téléphone n'est pas loin. Eh oui, gardez votre téléphone ouvert puis pas loin, Monsieur le Premier ministre. Merci, Rodolphe.